Je vais vous parler aujourd'hui d'un des premiers Français arrivés en Inde au XVIIe siècle, au tout début du XVIIe siècle, il arrive en 1602, par la mer. Alors bien sûr, il y a certainement des Français qui étaient déjà arrivés en Inde bien avant cette date par la terre, par la Turquie, par l'Irak, l'Iran. Mais par la mer, un bateau français arrive aussi en Inde, venu de Saint-Malo. Alors ce personnage qui est allé en Inde, qui a vécu, qui a séjourné longuement, une dizaine d'années, c'est François Pirard, et c'est de lui dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors, né vers 1578 à Laval, de parents commerçants à Argentré, François Pirard embarque en 1601 de Saint-Malo pour les Indes, dans une expédition de la Compagnie des marchands de Saint-Malo, Laval et Vitré. Donc vous voyez que c'était déjà l'ouest de la France qui s'intéressait à l'Inde, au voyage, en bateau. De retour en France, 10 ans plus tard, il raconte lui-même sa longue épopée et son incroyable aventure dans un traité qu'il intitule « Voyage de François Pirard de Laval », contenant sa navigation aux Indes orientales, aux Maldives, aux Moluques et au Brésil, et les divers accidents qui lui sont arrivés en ce voyage pendant son séjour de 10 ans dans ces pays. Voilà, ça c'est le titre de son livre. Bon, c'est un gros livre qui fait plus de 1000 pages. Alors curieusement, il parle de son pays natal qui est Laval en Bretagne. Région qui lui sert souvent de référent culturel par rapport aux mœurs des peuples qu'il découvre. Pirard a laissé à la postérité un récit de son périple que l'on juge aujourd'hui encore comme un grand classique de la littérature de voyage. C'est une source historique et ethnographique de toute première importance sur les Indes orientales de l'époque, l'unique pour les Maldives, ainsi qu'une mine d'informations et d'anecdotes sur l'Inde portugaise. Alors ça, c'est la note de l'éditeur Chandaigne Magellan, qui a donc réédité le livre de François Pirard à Paris en 1998. Livre, comme je vous l'ai dit, de 1021 pages. Pas une petite affaire. Concernant les origines bretonnes de Pirard, notons que certains historiens les contestent, revendiquant l'identité flamande de ce personnage haut en couleur, alors que Pirard lui-même se dit de Bretagne. Bon, il n'est pas impossible que des Pirards aient fui la Bretagne, ou plutôt le Maine, vers la Hollande, puisque la Laval c'est dans le Maine quand même, au moment des guerres de religion. Le protestantisme dans l'Ouest aurait-il été plus présent qu'on ne le laisse entendre généralement, et la répression à l'égard des protestants des Huguenots plus violente qu'ailleurs, au point de provoquer une vague d'émigration vers les Flandres. François Pirard raconte par exemple que lorsqu'il fait escale à Madagascar, sur la route de l'Inde donc, dans la baie de Saint-Augustin, un des deux navires hollandais qu'on avait rencontré au Cap des Aiguilles, c'est une citation de lui, entra aussi dans la baie et ne vint mouiller auprès des Français qu'après les avoir reconnus. Son capitaine, qui se nomme moi, c'est comme ça qu'il s'est écrit, Lefort, était né en Hollande d'un François, d'un Français donc, de Vitré, lui aussi. Encore donc un Breton, Vitré, là c'est en Bretagne, émigré en Hollande et originaire de Vitré, qui est une des places fortes du protestantisme en Bretagne. La plupart des historiens s'accordent pour dire que ces guerres de religion n'avaient aucune raison de se répandre en Bretagne, les protestants y étant peu nombreux, essentiellement concentrés sur Blain et Guérande en pays nantais et Vitré en pays rennais. Mais le nouveau gouverneur de la province, nommé par Henri III en 1582, Philippe Emmanuel de Vaudémont, duc de Mercœur, s'oppose soudain au roi de France et prend le parti de la Ligue catholique. Les deux hommes sont beaux-frères. Visiblement, un conflit familial est à l'origine d'une guerre qui va se révéler très pénible pour les Bretons. Voyant qu'il ne pourra combattre seul les troupes françaises, Mercœur fait appel à des renforts espagnols qui terrorisent les populations rurales. Le roi d'Espagne pense-t-il, en envoyant ses troupes, que la province s'est entièrement convertie à la religion réformée,
ou veut-il provoquer le roi de France plutôt? La plupart des protestants bretons, poursuivis et persécutés par les soldats espagnols, émigrent dans les provinces voisines. Le nouveau roi de France, Henri IV, négocie avec le roi d'Espagne, ce qui aboutit le 2 mai 1598 à la paix de Vervins. Du coup, les troupes ibériques se retirent, laissant les partisans de Mercœur seuls face aux troupes françaises qui sont nettement plus puissantes. Henri IV vient à Angers, offre à Mercœur beaucoup d'argent contre sa reddition, puis se rend à Nantes pour y signer le fameux édit de paix religieuse, dit édit de Nantes, l'édit de tolérance. Alors François Pyrard était-il protestant? Mais sans doute comme nombre d'aventuriers français de cette époque qui ont fui la répression contre le protestantisme en France, les guerres de religion. Son insistance à vouloir mettre Laval en Bretagne, alors qu'il sait très bien que Laval, c'est pas en Bretagne, c'est dans le Maine, mais c'est proche de Vitré. C'est quand même deux villes qui sont à 32 km l'une de l'autre, c'est pas bien loin. Et a indiqué que le capitaine hollandais Lefort, certainement un huguenot lui aussi, qu'il rencontre à Madagascar, est aussi originaire de Vitré, nous permet de supposer que Pyrard est protestant. Lui-même témoigne à plusieurs reprises qu'en Inde, les Portugais l'accusent d'être protestant. Voilà la citation dans son livre. « Nous les priâmes à genoux qu'ils ne nous voulussent pas mettre à mort, sans confession, et que nous étions catholiques. Mais ils se moquèrent de tout cela, nous appelant luthéranos. Il nous fut impossible de faire croire que nous étions catholiques, et ils nous appelaient toujours luthéranos, de faire croire. Donc faire croire, c'est faire semblant. Donc, a priori, il n'était pas catholique. Le fait qu'il affirme là être malgré tout catholique aux Espagnols n'est pas une preuve, vu sa grande crainte des procès de l'Inquisition, on le verra, en Inde. À son retour en France, après avoir rencontré des civilisations très différentes de celles d'Europe, après avoir appris leur culture et leurs croyances, et découvert l'intolérance religieuse des Portugais, il est peu probable que Pyrard accepte sans sourciller le catholicisme comme religion d'État. Il montre une grande force de caractère et une constitution physique solide, sans quoi il n'aurait pas résisté à tous les mauvais traitements qu'il subit dans la mer des Indes. Il est d'autre part intelligent et instruit, cela ne fait aucun doute, puisqu'il peut relater les aventures qu'il a connues durant 10 années, simplement de mémoire. Voyons donc ce qu'il a vécu. Le navire, le Corbin, sur lequel se trouve Pyrard, quitte Saint-Malo accompagné du Croissant en mai 1601. Et déjà, Pyrard n'a pas une très bonne impression de l'équipage. Les hommes à bord, pour la plupart malouins, sont rustres et peu sociables. Il dit d'eux qu'ils sont très bons soldats et mariniers et capables de toutes les autres nations des plus hautes entreprises du monde. Mais ils ne veulent obéir ni souffrir aucune correction. Voilà. De pur tempérament celtique donc, ces malouins. Et il ajoute c'était grande pitié de voir tant de querelles et d'ouïr proférer tant de blasphèmes, exercer tant de vengeance et de larcin comme ils s'en faisaient entre eux. Mais il reconnaît aussitôt que le maître à bord du Corbin, le capitaine Duclos-Neuf, était de complexion mélancolique et assez délicate, de sorte que n'étant pas de grande fatigue, il n'avait pas les qualités requises en un bon soldat et un homme de mer. Il était trop doux et trop timide pour être capitaine. Et ceux de Saint-Malo qui se connaissent tous et s'en estiment moins ne faisaient nul état de ses commandements. Voilà. Superstitieux, le Lavallois met aussi cette ambiance à bord, comme tout le reste de ses voyages, sur le compte du mauvais sort, en prétendant que s'il est permis, alors c'est une citation, s'il est permis de conjecturer quelque chose sur les jours, j'ai remarqué que je partis de Saint-Malo un vendredi, et le même jour je suis parti de Goa, des Maldives, de Sainte-Hélène et du Brésil, et pas un de mes voyages ne fut heureux. Alors on retrouve bien chez lui un autre trait de caractère typique des gens de mer,
de l'époque, la croyance au mauvais sort, au mauvais œil, au mauvais jour. Le vendredi apparaissant comme maudit, puisqu'il est celui de la mort du Christ. Et le Corbin fait naufrage aux Maldives en 1602. Lorsqu'il se brise, beaucoup d'hommes de bord déjà malades du scorbut périssent noyés. Pirard et plusieurs de ses compagnons réussissent à atteindre le rivage, où les indigènes les dépouillent et les dispersent sur différents îlots. Commence alors pour lui la période la plus pénible de son aventure, dès le départ. Il en est réduit à manger des limaces, des poissons morts et quelques mauvaises noix de coco. Il résiste cependant mieux que ses compagnons d'infortune, apprend la langue des insulaires, se fait apprécier d'un seigneur maldivien. Alors, je cite, « Là vint le seigneur de l'île nommé Ibrahim, et Furidu Curej, qui paraissait fort âgé et savait quelques mots de la langue portugaise, par le moyen de quoi il nous interrogeait et questionnait de diverses choses. » Courageusement, il rend service aux indigènes qui, en récompense, le nourrissent mieux. Pendant que j'allais ainsi travaillant pour avoir de quoi vivre, écrit-il, je m'efforçais de retenir et d'apprendre la langue du pays, le plus qu'il m'était possible, ce que tous mes compagnons méprisaient. Le seigneur de l'île de Ferrandu, voyant comme je m'efforçais d'apprendre leur langue, m'estima davantage et me prit en affection. Il était fort honnête et courtois, savant et curieux. Alors, on remarque chez Pirard une propension à juger les nouveaux peuples qu'il rencontre plutôt positivement. Et il accuse, sans détour, les Occidentaux de les pervertir. Parlant des Indiens, par exemple, il écrit qu'il ne vit jamais d'esprit si beau et si poli, ne tenant rien du barbare ou du sauvage comme nous les pensions. Concernant les Malgaches, il dit qu'ils sont hauts, droits et dispos, gens d'esprit et bien avisés. À propos des Maldiviens, il constate que le peuple qui habite depuis Malé et aux environs, c'est là où est la capitale des Maldives, jusqu'à la pointe du nord, se trouvent les plus polis, plus honnêtes et plus civilisés. Et celui qui est du côté du sud, vers la pointe d'en bas, est plus grossier en son langage, et s'y voit encore plusieurs femmes qui vont toutes nues, sans aucune honte. Mais il avertit quand même les candidats à l'aventure dans les mers du Sud qu'il vaut mieux cependant rester sur ses gardes, car, écrit-il, je sais bien qu'il n'y a point d'assurance à tous ces rois et peuples de l'Inde. Ils n'ont respect que l'utilité, prenant à toute main, tantôt amis des uns, tantôt amis des autres, à qui plus leur donne. Ainsi, je sais que les Portugais, par toute l'Inde orientale, donnent conseil aux peuples avec lesquels ils font alliance ou familiarité, et même les prient instamment de faire et pratiquer toutes sortes de trahisons et surprises sur les navires français, anglais et hollandais, jusqu'à leur en promettre récompense. D'accord ? Donc les Portugais sont arrivés les premiers, et bien sûr, ils voient d'un assez mauvais œil les compagnies anglaises, françaises et hollandaises, surtout, venir les concurrencer. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'écrit Pirard. On le voit, pour lui, ce sont des perversions occidentales transmises à des hommes simples qui avaient peut-être préservé jusque-là, qui avaient peut-être été préservés jusque-là de la facilité à trahir, à mentir, à acheter les consciences. D'accord ? Peut-être que le culte du bon sauvage n'est pas si mythique, le mythe du bon sauvage n'est pas si mythique que ça. Le vieux seigneur maldivien, devenu son ami, le présente au roi des Maldives, à Malé. Durant 5 années, Pirard y est traité avec respect parce qu'il parle la langue locale. Il fait alors appeler avec lui 3 Français et 5 Flamands qui étaient répartis sur les autres îles, mais ces derniers en profitent pour s'enfuir, ce qui compromet gravement ses relations avec le roi. À force de souplesse, il regagne sa faveur et devient même un riche pour ce pays, en faisant du commerce avec les navires de passage. Donc c'est un homme qui met en confiance Pirard, puisque le roi, malgré la fuite de ses compagnons, ne lui en tient pas rigueur puisqu'il le reprend en amitié.
À force de souplesse, il regagne la faveur donc et devient même un riche dans ce pays. Malheureusement, les îles sont attaquées par un prince du Bengale et Pirard est fait prisonnier. Il est dépouillé de tout ce qu'il possède, y compris ses habits, jusqu'à ce que les Indiens se rendent compte qu'il est français et non portugais. Avec ses comparses, il embarque pour Cochin, où ils sont de nouveau faits prisonniers, mais cette fois-ci par des Portugais qui les emmènent à Goa. Voilà. Concernant les Maldives, où Pirard a passé la moitié de son séjour dans l'océan Indien, je ferai état de deux choses qui semblent caractéristiques des habitants de ces îles. L'une sur leur culture, l'autre sur leurs mœurs, mais qui ont toutes deux rapport à la religion, l'islam, ou plutôt l'inculturation que les Maldiviens en ont faite. Pirard écrit par exemple que le mois d'avril ou de mai, à la pleine lune, ils font une certaine fête. C'est plutôt une réjouissance. Le soir venu, les voisins s'assemblent, et je pensais lors être ici à la Saint-Jean. Et chacun apporte sa ration de riz, sa portion de riz. Ils font un grand feu au carrefour le plus proche, et là font cuire le riz. Cependant qu'ils sont autour du feu, les instruments de musique sonnent. Quelquefois, il y a des bouffons déguisés en oiseaux, en bêtes sauvages ou autres sortes qui viennent danser et font des gestes et postures lascives et déshonnêtes. Cela se fait généralement par toutes les îles. Ils m'ont dit que ce fut à cette lune-là qu'il arriva du riz en ces îles pour la première fois, et qu'à cause de ça, ils font de tout temps cette solennité qui dure 3 jours. Eh bien, sincèrement, quand il fait référence à la Saint-Jean, on croirait en effet assister plutôt au feu de la Saint-Jean qu'à un rituel musulman. Le fait que la fête dure 3 jours ne peut que faire repenser au caractère très celtique du chiffre 3 et de son multiple 9. Souvenez-vous que dans ce que j'ai déjà dit, le trépied portant le chaudron dans l'âtre, le feu de la Saint-Jean, qui doit brûler pendant 3 ou 9 jours, les incantations dites 3 fois dans la médecine populaire, etc. Et pourtant, on est bien en plein milieu de l'océan Indien. Quant aux mœurs maldiviennes, puisque je vous ai dit qu'il y avait 2 principes, si elles ont dû se conformer aux pratiques musulmanes, elles n'y semblent guère adaptées. Voilà ce qu'écrit Pirard. Les hommes peuvent avoir 3 femmes, et non plus. Ça peut être musulman. En cas qu'ils puissent les nourrir et entretenir. Si elles demeurent toutes 3 en une même île, le mari est obligé par leur loi de coucher autant de nuits avec l'une qu'avec l'autre. Voilà. Cette loi est mal ordonnée pour ces pays-là, car 3 hommes ne suffiraient pas à une femme tant elles sont impudiques. Aïe aïe aïe. L'homme peut quitter sa femme quand il veut, pourvu qu'elle s'y accorde. Aussi, la femme peut se séparer pourvu que le mari consente. Donc le divorce n'est pas interdit. Ce divorce est fort fréquent entre eux, et après le divorce, il est permis aux parties de se marier où bon leur semble. Même, ils peuvent se remarier ensemble, jusqu'à 3 fois seulement, et non plus. Toujours le chiffre 3 quand même. Voilà. Décidément, ce chiffre 3 est vraiment ancré dans la société maldivienne. D'où cela peut-il provenir? Pirard écrit « On tient que les Maldives ont été peuplées par les Cingalais, ainsi s'appellent les habitants de Ceylan, l'actuel Sri Lanka. Mais je trouve que les Maldivois ne ressemblent aucunement aux Cingalais, qui sont noirs et mal formés. Tant pis pour eux, voilà pour ce qu'ils en pensent. Et ceux-ci, les Maldiviens, sont bien formés et proportionnés, et il y a peu de différence d'avec nous, hormis la couleur qui est olivâtre. Il s'y est rangé grand nombre d'étrangers de tous les côtés qui s'y sont habitués. Donc, on peut penser que le peuple des Maldives est peut-être le tout premier ou un des tout premiers peuples métis eurasiens au monde, ayant pour base ethnique des Indiens quand même. Cela suffit-il à expliquer certaines traditions superstitieuses qu'on y retrouve si curieusement ressemblantes à celles des populations celtiques d'Europe? Pourquoi pas? Pirard écrit que ces insulaires se disent descendants des premiers Cingalais qui ont peuplé les îles, ce qui est logique puisque Ceylan, l'actuel Sri Lanka, est le pays le plus proche. Or, les Cingalais se disent eux-mêmes d'ascendance aryenne, par opposition aux Tamouls qui se disent d'ascendance dravidienne. Les Aryens seraient un peuple indo-européen de l'Antiquité qui aurait
envahit le nord de l'Inde en provenance de la Perse, actuel Iran. Les Celtes formant eux-mêmes la souche indo-européenne la plus importante en Europe, venue de Perse aussi, il est fort possible que les rites qu'ils pratiquent soient d'origine indienne, ou inversement qu'ils aient influencé les rites indiens. Après toutes ces adversités et infortunes, c'est comme ça qu'il exprime ça, Pirard, de la première partie de son séjour en mer des Indes, donc aux Maldives, tellement qu'après un désespoir de ne jamais revoir le pays, l'arrivée à Goa est comme un rétablissement d'espérance et le commencement d'une meilleure fortune. Pirard est malade, et il est alors conduit à l'hôpital portugais qu'il prétend être le plus beau du monde, pouvant contenir jusqu'à 1500 malades. Les jésuites ont la responsabilité de l'édifice et assurent les soins. Selon le narrateur, les maladies du pays les plus communes sont la fièvre jaune, les dysenteries, outre les maladies vénériennes qui sont fort ordinaires seulement où sont les Portugais et non nulle part ailleurs en Inde. Tiens non. Alors faut-il comprendre que ces maladies honteuses auraient été importées par les vertueux portugais. Une fois guéri, Pirard et ses compagnons sont conduits en prison où ils restent 2 mois avant d'être mis en liberté grâce à l'intervention des jésuites, mais pour être aussitôt enrôlés dans l'armée portugaise. Alors notons que c'est l'intervention des jésuites catholiques, donc, qui ferait délivrer des protestants. Peut-être. Ce séjour à Goa est important par la description que Pirard fait des mentalités des Européens et des Indiens. Et il s'attaque d'abord aux vice-rois portugais, il y en a plusieurs, qu'il voit comme des voleurs, spoliateurs des Européens comme des Indiens. Il écrit « Il arrive souvent que comme toutes ces richesses des vice-rois viennent de pilleries et larcins, la mer en demeure héritière et ils périssent tous misérablement. » Ben oui, parce que les bateaux sont coulés, quoi. Il décrit ainsi la sortie hors de leur palais du vice-roi et de l'archevêque. Ils sont accompagnés d'infinis autres manchois de seigneurs. Ils ont là une musique excellente de cornets à bouquins, hautbois et autres instruments. Tous les grands seigneurs en ont de même. Quand l'archevêque va par la rue, c'est dans son palanquin. D'accord ? Le palanquin, c'est une chaise à porteur, 4. Même c'est plus que ça, c'est un lit à porteur pratiquement. Et bien entendu, celui-ci, l'archevêque, là, il a le droit de vie et de mort sur n'importe qui en Inde, même sur les princes. D'accord ? J'ai entendu dire, écrit Pirard, que le roi d'Espagne était fort irrité contre lui, l'archevêque, à cause de la mort du roi d'Ormuz qu'il avait fait brûler à Goa. Sans doute que le roi ne voulait pas se convertir. Le breton de Laval, c'est comme ça qu'il s'appelle lui, se lance alors dans une critique très dure du christianisme portugais aux Indes et surtout de l'Inquisition. Leur justice, écrit-il, y est beaucoup plus sévère qu'au Portugal et ils brûlent fort souvent des Juifs. Quand ils sont une fois pris dans la justice de la Sainte Inquisition, tous leurs biens sont saisis aussi et ils n'en prennent guère qui ne soient riches. C'est la plus cruelle et impitoyable chose du monde que cette justice, car le moindre soupçon, la moindre parole, font aussitôt pendre un homme, et ils ne font mourir que les riches. Les pauvres ne les intéressent pas. Et Pirard insiste encore sur l'inéquité des procès de l'Inquisition. C'est une terrible chose que d'y être une fois, car on n'a ni le procureur ni avocat qui parle pour soi, mais eux sont juges et partis tous ensemble. Pour la forme de procédé en icelle, la justice, elle est toute semblable à celle d'Espagne, Italie et Portugal. Les sanctions. Il me serait impossible de compter le nombre de tous ceux que cette Inquisition fait mourir ordinairement à Goa, pour les vifs. À travers le récit de sa longue épopée maritime, on remarque qu'il critique rarement les Hollandais et parle souvent, pour illustrer ses propos, des sévices effectués par les Portugais à leur encontre.
Serait-ce une manière pour lui de révéler avec discrétion sa préférence pour les protestants? Il prend ainsi le parti d'un Hollandais qui a épousé une métisse indienne catholique, et étant en mauvais ménage avec sa femme, il fut accusé d'avoir des livres de la religion prétendue, réformée, sur quoi étant pris, son bien fut saisi, la moitié laissée à sa femme, l'autre à l'Inquisition. Je crois qu'on l'a fait mourir. Il était hollandais de nation. Visiblement, les bûchers sont fréquents à Goa. Pirard précisant que, au reste, toutes les autres inquisitions de l'Inde répondent à celles de Goa. C'est toutes les bonnes fêtes qu'ils font justice. Et après, on mène les suppliciés au campo de Santa Lazaro, et là on brûle les uns en présence des autres qui y assistent avant d'y passer. C'est gentil, hein, c'est un drôle de catholicisme quand même, le catholicisme portugais. Hein. Ces témoignages de François Pirard de Laval contre l'Inquisition en Inde sont précieux, démontrant le souci d'humanisme et de tolérance d'un natif de l'ouest de la France, à une époque où les mentalités de beaucoup d'Européens sont exacerbées par le sectarisme religieux et une intolérance conduisant certains fanatiques aux pires excès. C'est la mentalité celtique pour nous, pour moi, hein, qui permet aux régions de l'Ouest d'opposer au christianisme romain, impérialiste, agressif et cruel, un christianisme beaucoup plus humain et peu plus populaire, plus apte à accepter les croyances d'autres civilisations, permettant ainsi un syncrétisme religieux et une acceptation de leur mentalité nouvelle. Ça, c'est moi qui le dis. Pour autant, le Lavallois n'incrimine pas systématiquement les missionnaires jésuites, hein, pourtant très proches du Vatican et qui ont la responsabilité de l'Inquisition. Il écrit qu'ils ont en Inde, comme en Europe et dans beaucoup de parties du monde, le privilège d'assurer l'éducation. Il n'y a qu'eux qui enseignent la doctrine et tiennent collège en ces pays-là pour toutes sortes de sciences et instruisent toutes sortes d'enfants, tant indiens, chrétiens que portugais. Cette éducation catholique n'empêche pas le maintien des coutumes locales, par ailleurs étrangement comparables à certaines traditions d'origine celtique. Alors voilà ce que écrit Pirard. Les Indiens portugais des Indes ont aussi coutume, le jour des trépassés, d'envoyer à qui mieux pain, vin et autres viandes sur les fosses de leurs parents et amis défunts. Alors si les autochtones déposent des vivres sur les tombes familiales en ce jour qu'on appelle en Europe le jour des morts, ne serait-ce pas parce qu'ils croient au retour des âmes de leurs ancêtres disparus, comme les populations celtiques pour la fête de Samin au 1er novembre. D'accord? Sinon, pourquoi leur déposerait-il des victoires? Pirard donne aussi d'autres exemples de ces rituels locaux qui n'ont pas grand-chose à voir avec le catholicisme. Ils jeûnent la veille du Noël, comme par-deçà, et dînent à midi, le jour de Noël donc. Mais avant d'aller à la messe de minuit, qui est sur les 11 heures, ils font une fort belle collation qui vaut bien un souper. Sinon qu'ils n'y mangent ni viande ni poisson, mais de toute autre chose, boivent et mangent tout leur saoul. Les femmes surtout, tant maîtresses que servantes, désirent fort cette nuit-là. Pour se calant à la messe, elles se servent de la dévotion pour jouir avec leur amant. Curieux, hein, une tradition. D'ailleurs, Pirard poursuit un peu plus loin. Il fait alors plus beau là, en cette saison, qu'ici, à la Saint-Jean. Alors, la comparaison climatique avec la Saint-Jean en Europe, fête du solstice d'été, septentrional donc, n'est pas une coïncidence dans l'esprit du narrateur, puisque nous sommes alors au solstice d'hiver, hein, mais en Inde, sous le tropique du Cancer. Hein. Il est notable qu'il doit y faire une température plus fraîche, comparable à celle d'un été européen. Voilà. Le long des rues, écrit-il, places et cantons, il y a des tables dressées avec de belles nappes blanches et bien ouvragées, couvertes de toutes sortes de dragées, confitures sèches, dont chacun achète pour s'entredonner par étrennes. Cela est comme une foire qui dure jusqu'à passer les rois. Ils vont par le maître de nuit de grands écriteaux où il y a écrit « Anno Bon », c'est-à-dire « bonne année », avec des musiques et des instruments qui les accompagnent.
Alors ces manifestations populaires sur plus d'une semaine du 24 décembre au 6 janvier, le jour des rois, qu'on ne peut que rapprocher de celles qui se pratiquent particulièrement dans l'ouest de la France, mais aussi ailleurs en Europe à cette époque, n'ont guère de rapport avec le recueillement de la nativité voulu par les prêtres catholiques et ressemblent plus aux traditions pré-chrétiennes héritées des anciens Celtes. Lorsque Vincent de Paul dit à ses lazaristes, à peu près dans la même époque, le début du XVIIe siècle, en les envoyant prêcher en Bretagne au milieu du XVIIe siècle, il leur dit « Vos ânes sont ici », parce qu'eux, ils veulent aller en Inde, ils veulent aller convertir les Indiens. Et là, il leur dit « Non, non, vos ânes sont ici ». Et là, il montre la Bretagne, le doigt vers la Bretagne. Il n'imagine peut-être pas qu'il n'est pas très loin de la vérité. Alors, pour terminer ce paragraphe, citons également les rites qui se pratiquent à Goa pour la fête de Pâques. Alors, il y a force de pénitents de toute qualité qui se fouettent et vont à genoux et les bras croisés. Il serait impossible de représenter toutes les cérémonies et façons étranges et superstitieuses dont ils abusent. Alors j'écris, moi, les Indiens convertis au catholicisme ont transféré sans doute leur rite hindou de mortification dans l'exercice de leur nouvelle religion. Mais si Pirard s'étonne de ces coutumes étranges, il ne semble pas vraiment s'en offusquer puisqu'il conclut simplement « Toutes leurs fêtes commencent la veille à midi et finissent le jour d'Issel à midi. » Et après cela, il n'y a plus aucune solennité. C'est donc ainsi que les Indiens inculturent leur catholicisme et Pirard n'y trouve pas de raison de les accuser de paganisme et de demander que cessent ces rituels parachrétiens, comme le font les jésuites. À aucun moment il dit c'est pas bien de faire ça. Il est donc beaucoup plus tolérant que les représentants officiels de la chrétienté romaine, ceux-ci n'hésitant pas à pratiquer une inquisition pire en Asie qu'en Europe. Les bûchers, c'est en permanence ou presque. François Pirard fait ensuite une description remarquable des mœurs indiennes. L'esclavage y est courant, pratiqué tout autant par les autochtones riches que par les Portugais, et d'une manière incroyablement acceptée par les ecclésiastiques, puisqu'il écrit « Quand leurs esclaves, tant hommes que femmes, vont à la messe, ils portent les fers aux pieds, au moins ceux qu'ils soupçonnent d'avoir la volonté de s'enfuir. Imagine-t-on un prêtre chrétien acceptant qu'une personne humaine assiste à l'office enchaîné? Remarquons le contraste saisissant entre ces malheureux esclaves et le reste de l'assemblée paroissiale qui pavoise en tenue de dimanche pour se montrer. Alors voilà ce qu'il écrit. Tous ces chrétiens de Goa, tant portugais et métis qu'indiens riches, quand ils sont à l'église, c'est avec une grande pompe et ostentation, étant suivis de leurs gens, pages et estafiers bien en ordre, et ils se font porter en leur palanquin. Et les femmes indiennes sont à la limite de la décence pour l'époque. Elles ne portent point de masque, écrit-il, mais elles sont si fardées que c'est une honte. Au reste, ce n'est pas elles qui craignent d'être vues, mais c'est les maris qui en sont jaloux. Ces dames entrant à l'église sont aidées par la main par un homme ou deux, car elles ne peuvent marcher seules pour la hauteur de leurs patins, d'un demi-pied de haut, le plus souvent, et qui ne sont serrés par-dessus. Donc déjà, c'est des chaussures à talons aiguilles, talons hauts. Voilà. C'est donc ainsi, maquillées et en souliers ouverts à haut talons, que les paroissiennes de haut rang viennent à l'église, pour se faire voir plus, bien sûr, que pour autre chose. Il en vient ensuite à la vie de tous les jours, et notamment à la sienne, en Inde. Au reste, écrit-il, je dirais encore que, ayant demeuré environ 2 ans et plus à Goa entre les Portugais, il est impossible de raconter et d'exprimer les affronts, injures et opprobres que j'y ai soufferts. Mais je dirais bien que si les Portugais eussent cru que j'eusse seulement pensé à remarquer quelque chose d'entre eux, tant les navigations des Indes qu'autres particularités de leur état de commerce, ils ne m'eussent jamais permis de retourner. Ainsi, ils m'eussent fait mourir et envoyer en exil. Voilà.
Les Portugais se méfient donc des voyageurs étrangers européens qui pourraient bien mettre en péril leur empire colonial. Pirard le sait bien et il joue les ingénus. Même, écrit-il, je leur faisais à croire que je ne savais ni lire ni écrire et que j'entendais leur langage, et que je n'entendais pas leur langage. Et pour bien vivre d'eux, il leur fallait obéir en toutes choses. Si quelqu'un me voulait ou faisait du mal, je tâchais par tous les moyens de faire la paix avec lui et de les avoir tous pour amis. Voilà comment j'ai passé environ 2 ans et demi avec eux, sans compter le temps que nous fûmes à revenir de Goa jusqu'au Portugal. Voilà un bel exemple d'une manière de s'intégrer à ce monde hostile, qui n'est pas le sien, par la discrétion, tout en gardant son identité d'origine, comme ont pu le faire de nombreux Celtes, à travers le temps et l'espace terrestre. Et le Lavallois sait même faire la distinction entre les différentes mentalités nationales quand il dit, par exemple, que les Anglais méprisaient notre nation, comme ils sont tous fort superbes, ce que ne sont pas les Hollandais. Alors si les Anglais peuvent avoir quelques qualités en matière de respect des cultures différentes de la leur, n'ont-ils pas souvent péché, en effet, par excès d'orgueil? Les Anglais ne se mélangent pas. Mais ce que le breton de Laval accepte le moins, c'est la maltraitance des Portugais de l'Inde à l'égard de leurs esclaves. Et il écrit « Les esclaves sont si maltraités de leurs maîtres et maîtresses qu'ils les tyrannisent cruellement. J'en viens un jour à Goa, âgé de 18 ans, qui se précipita dans un puits où il se tua pour éviter la furie de son maître qui courait après pour le châtier. » Il ne précise pas si le maître en question est un Européen ou un Indien. N'a-t-il pas écrit précédemment qu'Indiens riches comme Européens ont des esclaves? L'esclavage existait d'ailleurs bien avant l'arrivée des Européens en Inde, l'arrivée des Portugais notamment. Pourtant, en humaniste éclairé, Pirard accuse sans détour les Portugais de n'avoir aucune limite dans leur volonté de domination et leur cruauté. Voilà ce qu'il écrit. « Je crois que la principale cause de leur voyage, que leur voyage réussisse si mal, c'est pour la grande sévérité et la cruauté dont ils usent envers tous ces pauvres esclaves et autres sortes de gens qu'ils ont sous leur pouvoir et leur domination. La vanité et la prétention qui les divisent expliquent aussi leur échec militaire de plus en plus fréquent sur la mer, les Portugais. » Et voilà ce qu'écrit Pirard. Pour le regard du navigué de ces vaisseaux portugais, c'est avec une fort mauvais ordre. C'est avec un fort mauvais ordre. Tous ces capitaines sont gentilshommes et de bonne maison et ne veulent en rien céder les uns aux autres. Quant aux hommes de leur armée, ils ne sont pas de grande résistance, tous les soldats n'étant que gens ramassés et la plupart du temps pris de force d'entre les villageois et autres artisans. Il est bien placé pour en témoigner, puisque lui-même a été enrôlé d'office à Goa et victime de leurs sévices et du manque de considération qu'ils ont pour ceux qu'ils jugent inférieurs, à terre comme sur mer. Il écrit « Pendant qu'on travaillait sur le navire, un Portugais me vint donner un soufflet, comme ça, disant que nous étions des Lutheranos hollandais. Dans ce vaisseau, nous étions environ 800 en tout, compris les esclaves, et environ 60 femmes, portugaises et indiennes. Quand donc nous fûmes embarqués, nous nous trouvâmes fort étonnés de la coutume dont ils usent en leur navire de Goa à Lisbonne, qui est de ne donner aux gens du vaisseau qu'une petite portion de pain et d'eau. Nous avions de l'eau quand il y en avait, et du biscuit de même, sinon qu'au bout de 3 mois, la pitance vient à faiblir et quelquefois le voyage dure 8 et 9 mois, plus ou moins. Ça, c'est quand il fait son retour vers l'Europe. Ce qui frappe également le voyageur en Inde, ce sont les mœurs plutôt légères des Indiennes, en tout cas sur le plan vestimentaire. Bien qu'à Goa, les femmes soient fort impudiques, ni là ni ailleurs, dans les autres villes des Portugais, il n'y a point de bordel public, ni n'est permis d'y en avoir comme en Italie ou en Espagne. Par contre, il analyse la situation des Portugais en Inde avec beaucoup d'à-propos quand il écrit « Il faut savoir
que les Portugais ont dès le commencement en guerre continuelle avec les Malbars, qui sont les pirates de la mer des Indes, puis contre d'autres rois et peuples indiens. Mais maintenant, depuis que les Anglais, Hollandais et autres étrangers ont pris la route de la navigation des Indes, cela leur a apporté une nouvelle guerre sur les bras qui les a mis fort au bas et les a pensés ruinés. Alors cela l'amène à parler de ses expériences de soldat marinier dans l'armée portugaise. Et il écrit « Étant donc à Goa avec les Portugais, je fus soldat en plusieurs de leurs armées qu'ils équipèrent pendant que j'y ai séjourné, principalement sur la côte de Goa, en l'île de Ceylan, à Malacca, Sumatra, Java et autres îles de la Sonde. » Concernant l'archipel des Mascareignes, François Pirard est peut-être le premier Français à poser le pied sur l'île Rodrigue. Il dit que le 15 mars 1610, nous vîmes l'île de Diego Rodriguez, nous la découvrîmes au point du jour, elle est inhabitée. Alors on n'en saura pas plus, mais s'il précise que l'île est inhabitée, c'est que le bateau a dû y faire relâche et qu'il a sans doute débarqué. Sinon, il n'aurait fait état que de son signalement. Voilà. Voilà pour François Pirard, qui est donc une belle aventure pendant 10 ans. Après son retour en Europe, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà. Mais c'était quand même un beau personnage que je ne pouvais pas éviter, dont je ne pouvais pas éviter de parler lors de ma thèse, ma recherche doctorale. À une prochaine fois.